effectivement d'être présent pour cette conférence unique en ce mois de juin 2021. C'était une conférence qui était prévue, qui n'a pas été reportée celle-là pour le coup, puisqu'elle croisait à la fois notre cycle sur l'école et puis cette année commémorative sur la Commune de Paris. Et donc c'est à double titre que nous allons avoir cette conférence ce soir. Donc avant de présenter Stéphanie Dauphin, je vous signale simplement que 2 des conférences qui étaient prévues seront a priori reportées à la rentrée. Donc normalement on devrait avoir Rebecca Rogers qui devait nous parler des maîtresses de pensionnat, qui a été reportée 2 fois je crois et qui viendra le 21 septembre. Et Pierre Porcher qui vient de parler de la discipline et qui viendra a priori le 23 ou tout au moins toute fin septembre, mais vous retrouverez toutes les dates sur Que faire à Paris, sur le site des Archives de Paris ou sur le Facebook du comité d'histoire. On remettra le programme dès qu'il sera définitif. Donc nous ferons une petite semaine sur l'école à la rentrée avant de se lancer dans un nouveau programme. Donc pour aujourd'hui, donc à double titre encore une fois, Stéphanie Dauphin qui est spécialiste de l'histoire de la jeunesse, de l'enfance, mais aussi des acteurs de l'éducation, qui travaille aussi sur le patrimoine industriel, ce n'est pas le sujet du jour, mais voilà, vient nous parler donc, du programme de la commune pour l'école et des réalisations aussi des acteurs de l'école dans la commune. Je vous souhaite une très bonne conférence et nous sommes vraiment ravis de recommencer avec vous. Eh ben, merci de votre présence à tous. Donc j'ai choisi pour pouvoir mesurer justement à la fois les éléments de rupture et de continuité de ce qui a été le moment de la commune, d'aller un petit peu en amont pour montrer les initiatives qui ont été prises, et notamment un acteur important qui émerge avant la commune et qui sera présent au moment justement de l'avènement du gouvernement de défense nationale, qui est bien sûr Octave Gréard. Alors, on ne peut pas parler de la commune sans parler de la guerre. L'un va avec l'autre parce que forcément, on est dans un contexte extrêmement douloureux et délicat. Et avant même la commune, vous le verrez, dès l'automne, le 31 octobre 1870, on voit déjà les tensions politiques qui pèsent et qui créent un climat de tension extrêmement forte. Donc je me permettrai de faire un rappel sur quelques initiatives qui ont été prises avant, bien sûr, l'année terrible, pour vous montrer qu'en effet, il y a une volonté de continuité, même avec l'avènement de la débâcle, et que finalement, dans ce gouvernement de défense nationale, on retrouve les mêmes acteurs finalement. Et il y a une continuité qui est tout à fait intéressante, c'est-à-dire que l'on retrouve des hauts administrateurs, des gens de la fonction publique qui seront là à l'époque de Victor Duruy, qui seront là au moment du gouvernement de la défense nationale, et puis bien sûr qui seront bien embêtés au moment de l'avènement de la commune en mars 1871, parce qu'à la fois, ils ont un souci de poursuivre leur projet scolaire, ce qui paraît assez fou. Et en même temps, bien sûr, ils sont devant le fait accompli. Il y a eu des élections en février 1871 qui met en place un gouvernement versaillais avec à sa tête Thiers, monarchiste, conservateur. Et donc, bien sûr, dans ces conditions, les espérances et les combats qui sont déjà présents chez certains représentants du peuple dans les arrondissements, dans les mairies, veulent vraiment se concrétiser. Et puis, il faut bien avoir en tête que Paris, il y a eu d'autres communes en France, il y a une commune... Excusez-moi. Il y a une commune à Saint-Étienne, par exemple, à Lyon, ailleurs. Et bien sûr, Paris fait référence de modèle et de laboratoire d'une certaine manière. Laboratoire que Paris a toujours été d'une certaine manière encore. Déjà sous l'avènement de Victor Duruy en tant que ministre de l'Instruction publique. Au moment de la Commune, bien sûr.
mais aussi après, hein, quand la République va se stabiliser, c'est-à-dire avec l'arrivée de Ferry en février 1879 à la tête du ministère de l'Instruction publique. Donc à la fois des ruptures et des continuités, et en même temps la commune va s'inspirer aussi des réformes qui ont été faites, hein, ou qui sont en cours en tout cas, qui sont en train de se faire. Et malgré les condamnations qu'ont subies les communards, et notamment quand on parle, vous le verrez, de la Commune de Paris et de l'instruction publique, on pense particulièrement à un personnage, je dirais illustre, je n'aime pas trop la formule, mais c'est quand même lui finalement d'une certaine manière qui sera le ministre de l'instruction publique sous la Commune, c'est bien sûr Édouard Vaillant, hein, qui est un blanquiste, qui a une grande expérience politique, qui connaît la question de l'école, hein. Il l'a porté lors des différentes internationales, la première internationale et puis ensuite. Et puis, il a été extrêmement aussi impliqué dans les expos universelles, l'exposition universelle de 1867. Donc c'est un homme de conviction, bien sûr, mais aussi d'expérience. Et c'est ce qui fera notamment défaut à la Commune, c'est que, comme à chaque fois qu'il y a des révolutions et des tensions en situation de guerre, hein, guerre bien sûr contre les Prussiens, mais aussi guerre civile, hein, et ce qui manque en situation de guerre, c'est deux choses, c'est les moyens, hein, c'est l'argent. Et pour l'école, c'est quelque chose de tout à fait important. Et puis, ce sont des hommes et des hommes d'expérience. Vous connaissez tous forcément, parce que c'est l'une des révolutionnaires les plus célèbres. Alors qu'on ne connaît pas trop les acteurs de 1848, on peut dire que les acteurs de 1871, on en connaît quand même quelques-uns. C'est bien sûr la figure de Louise Michel, hein, la fameuse Vierge Rouge, hein, que tout le monde connaît, qui était institutrice, comme vous le savez, et qui n'est jamais intervenue dans les comités, dans les commissions, tout simplement, non pas parce qu'elle se désintéressait de la question, bien au contraire, mais parce qu'elle était là à défendre Paris sur la butte Montmartre. Et ça a été la situation de beaucoup de personnes qui voulaient sauver la commune et qui étaient pris entre la volonté de se battre pour faire vivre ce projet de démocratie directe, et puis la volonté aussi d'agir, hein, notamment Édouard Vaillant a été confronté dans les premières commissions au fait que les gens se réunissaient, parlaient beaucoup, hein, ce qu'il appelle du verblage et peu d'action derrière, peu de transposition possible. Alors très rapidement, peut-être un rappel sur quelques éléments d'organisation pédagogique, de réformes qui ont été faites avant l'avènement justement de la guerre de 70, pour vous montrer qu'il y avait vraiment des éléments importants qui ont surgi. Alors, peut-être premier élément, parler de l'organisation pédagogique des écoles qui ont été mises en place avec une volonté très forte de contrer l'influence des écoles des frères et donc de la possibilité des écoles congréganistes de se développer. Donc on voit, avant même la guerre de 70, une volonté justement d'imposer un nouveau modèle d'école publique, bien sûr, qui fasse concurrence aux frères des écoles chrétiennes. Et ça, c'est très important. Donc l'idée justement de laïciser, hein, le corps des enseignants, de développer l'instruction primaire dans les arrondissements, de créer une sorte de norme, de modèle d'organisation pédagogique, va naître véritablement dans les années 1860. Alors quand on parle de ça, on pense systématiquement bien sûr à Octave Gréard, parce qu'il en est véritablement le pilote, hein, de ça, avec une volonté, hein, c'est-à-dire d'une certaine manière, à l'époque on a parlé de révolution scolaire, c'était vraiment la volonté de créer
un modèle qui soit le modèle simultané, inspiré des frères des écoles chrétiennes et qui allait se substituer aux écoles mutuelles. Ça, c'était la première révolution pédagogique et d'organisation qui va se faire et qui va se faire très très lentement, notamment pour des raisons économiques, parce que l'école mutuelle, c'est quoi le principe? C'est 1 mètre pour 300 élèves. Donc vous voyez que... Et donc, c'est pas tellement l'efficacité qui est recherchée, c'est donner justement quelques rudiments du lire, écrire, compter aux jeunes élèves d'origine ouvrière, mais rien de plus. Et Gréard, justement, va s'inquiéter de cette population-là. Gréard, qui sait peut-être quelques mots, tout le monde ne le connaît pas. Il est inspecteur, il a la confiance d'Haussmann, et c'est très important parce qu'à l'époque, Haussmann, vous le savez, va reconfigurer toute la capitale. Et dans le budget qu'il va mettre en œuvre, il va, parce qu'il est assez proche de Gréard, ils s'entendent bien, et puis pour des raisons politiques, parce que Duruy aussi est présent, il va intégrer justement la question scolaire au budget accordé justement à la transformation de la capitale. Et c'est très important parce qu'on va voir naître dans les arrondissements des écoles nouvelles, avec la volonté de créer une école de garçons, de filles, ce que l'on appelait encore à l'époque des salles d'asile, qui sont en fait l'équivalent des écoles maternelles. Et donc il y a une volonté justement de permettre, notamment aux élèves du peuple, de fréquenter les écoles. Gréard a remarqué que les enfants du peuple ont une grande mobilité qui est liée à la situation économique. Et donc, pour les inciter à suivre une scolarité normale, il crée en fait un système qu'on appelle un système concentrique. Alors ce système concentrique, c'est quoi? C'est un système qui permet de revoir toujours les fondamentaux en les approfondissant, avec le premier cours, le cours moyen, le cours supérieur, où les élèves qui arrivent en milieu d'année scolaire peuvent quand même suivre la scolarité et finalement arriver à ne pas se sentir en décalage par rapport aux connaissances attendues. Donc ce système concentrique vise véritablement à attirer les élèves d'origine populaire. Il y a une volonté aussi, une ambition de développer aussi un programme ambitieux qui a d'ailleurs été dénoncé. On parle alors d'encyclopédisme parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et pour stimuler justement cette dynamique autour de l'école primaire, on va créer, bien sûr, on va mettre en place un certificat d'études primaires qui couronne justement ce parcours. Alors c'est très important parce qu'on voit véritablement qu'avant la Commune, il y a une volonté politique extrêmement forte de développer une fréquentation scolaire. Alors ce processus d'alphabétisation, Mona Ozouf et Jacques Ozouf ont montré que finalement il parcourt tout le 19e siècle. Souvent, on a l'idée qu'avec l'avènement de Ferry, ça y est, les jeunes Français ont appris à lire, écrire, compter. Pas du tout. Finalement, l'avènement de Ferry, c'est juste le bout de tout un processus qui s'est fait en amont tout au long du 19e siècle. Et donc, c'est extrêmement important de le rappeler parce que la Commune va s'installer aussi dans ce contexte-là. Donc, Gréard va bénéficier de quelque chose de particulier, c'est-à-dire d'une volonté politique qui va lui donner les moyens de ses ambitions d'une certaine manière, en donc mettant en place des écoles primaires qui peuvent véritablement tenter d'attirer, et notamment la fréquentation scolaire sera un vrai problème tout au long du 19e siècle, d'attirer vraiment les classes populaires. Et on sent que c'est une volonté très forte. Il va aussi imposer, et ça aussi on a tendance à l'oublier, des programmes communs pour les filles et pour les garçons.
Et notamment, bon, l'unique chose qui change, c'est qu'il propose la couture pour les filles. Mais la couture pour les filles, c'est pas de manière genrée pour leur dire, ben voilà, vous serez bien à la maison en faisant les tâches qui vous sont réservées. C'est pas du tout ça, hein. Pour les classes populaires, véritablement, c'est important parce que ça signifie des débouchés aussi professionnels extrêmement importants. Et donc, on mesure véritablement que, à travers ce certificat d'études et ces programmes mis en œuvre, il y a véritablement une volonté de Gréard de répondre à des besoins, hein. Donc une certaine dynamique va s'imposer et une certaine culture scolaire accessible aux enfants du peuple va se développer à cette époque. Alors, justement, au moment où la guerre va éclater, c'est là que le projet de Gréard doit normalement s'épanouir. Donc, on comprend mieux pourquoi il y a une volonté de continuité qui va s'imposer, parce que bien sûr, il y a, malgré la guerre, la volonté de, coûte que coûte, maintenir le niveau des budgets malgré tout, maintenir le niveau de recrutement. Et puis, il y a des enjeux aussi importants qui n'ont pas abouti et qui sont présents et qu'au moment de la guerre, du gouvernement de défense nationale, alors que la guerre n'est pas terminée, on va aussi vouloir mettre en avant, c'est la question des écoles normales de filles et de garçons. Parce que c'est bien de vouloir diffuser des modèles scolaires, une organisation pédagogique qui soit ambitieuse, créer un certificat d'études, mais il faut aussi des maîtres formés et des maîtres qui soient en capacité justement d'assumer ces projets et de les mener à bien. Donc le développement complet de cette organisation est envisagé en fait pour l'année scolaire 1870-1871. En réalité, vous le devinez, hein, il faudra attendre les années 1880 pour que les choses se réalisent véritablement et qu'elles prennent forme de manière plus ample à travers notamment les réformes qui vont s'ajouter, les fameuses réformes Ferry en 1880 et 1882. Donc, à la veille de cette fameuse année terrible, Gréard va lancer un message d'espoir. Il nous dit « Nous voudrions en effet que les études primaires devinssent véritablement des classes accessibles au plus grand nombre, propres à former des esprits éclairés et sages, imbus de principes exacts, de sentiments honnêtes, avec la notion raisonnée du patriotisme, l'intelligence des conditions morales de véritable progrès et qui, sachant distinguer par eux-mêmes le faux du vrai, puissent apporter un jour à la défense des saines idées l'appoint d'une opinion réfléchie. » En fait, c'est un hymne en faveur véritable de l'instruction populaire qu'il fait, hein. Mais derrière ça, il y a aussi des idées qui n'ont pas abouti et qui sont restées en suspens et que pourtant Victor Duruy, comme Octave Gréard, ont défendu. C'est bien sûr la gratuité et l'obligation scolaire. Là aussi, hein, ça va être repris par Édouard Vaillant et ses amis, mais il y avait une volonté depuis, c'est un vieux débat, hein, la gratuité, l'obligation scolaire, hein. Tout au long du XIXe siècle, finalement, ça a travaillé d'une certaine manière la société, hein. Et donc, là, Duruy n'a pas pu faire aboutir cette volonté, et d'une certaine manière, les opportunistes, les républicains opportunistes qui vont, après l'épisode de la Commune, en 1879-1880 s'imposer, auront justement saisi la leçon de cet épisode. Alors la guerre va éclater et va véritablement mettre les écoles parisiennes dans un moment de tourmente, hein. Alors, rappel peut-être de quelques éléments, de quelques faits, parce que les choses... Il y a quand même des moments clés, des épisodes importants qui montrent justement dans quel contexte il a fallu maintenir quand même, malgré tout, le fait que les écoles puissent fonctionner, que l'organisation pédagogique puisse se développer, etc.
Alors, je rappelle quelques dates importantes autour de cette année terrible, comme le dit Victor Hugo. Donc, déclaration de la guerre, je vous le rappelle, le 19 juillet 1870. Bien sûr, je dis bien sûr parce que ce n'est pas la première ni la dernière fois, hein, la France n'est pas prête, hein, la culture de guerre ne sont pas valides, hein, et malheureusement, ni les militaires ni les civils ne sont conscients de ce qui est en train de se passer, et ce qui est quand même assez étonnant. D'ailleurs, la violence de la guerre de 70, hein, de 1870, est relativement peu connue, hein, mais elle est bien réelle, hein, et Jean Jaurès s'en rappellera quand il justement militera pour que la guerre de 14 ne se fasse pas, hein, bien sûr. Et donc, l'annonce du conflit déclenche des élans patriotiques dans Paris, hein. Bien sûr, la droite bonapartiste soutient la guerre, tandis que les républicains radicaux la déplorent. Globalement, on peut dire qu'à Paris, on assiste à une forme d'acceptation du conflit, certains à une résignation, bien sûr. Mais malgré les échecs militaires, hein, malgré la débâcle, finalement, le pays reste confiant dans son armée. Ce qui peut quand même surprendre, mais on veut y croire encore. Le 2 septembre, Napoléon III est bien obligé de capituler et les conditions fixées par l'Allemagne sont un choc véritablement terrible pour la population. Le 3 septembre 1870, la nouvelle de la débâcle va se répandre très très vite, hein. Et Jules Favre organise une révolution légale à la Chambre. Il va bien sûr être débordé par les mouvements de rue, hein. La foule gronde dans les rues aux cris d'échéance, République, et tout le monde est aux portes du Palais Bourbon. Alors Jules Favre va lancer un appel au peuple d'une certaine manière. La République, ce n'est pas ici que nous devons la proclamer, dit-il, c'est à l'hôtel de ville. Et les Parisiens vont exulter. Mais même à ce moment-là, on voit finalement que ce qui va se passer tout au long de cette année terrible s'annonce déjà dès le début justement de cette volonté d'acclamer la République. Il y a une sorte finalement de course contre la montre qui débute pour l'acclamation du nouveau régime et ses représentants devant l'hôtel de ville. La course oppose les députés élus de la Seine, Jules Favre, Jules Ferry, bien sûr, Léon Gambetta, qui sont face aux chefs de groupes beaucoup plus radicaux et révolutionnaires. Certains, vous les connaissez sûrement, Charles de l'Écluse, Jean-Baptiste Millière, Félix Pillat. Donc déjà, il y a des tensions politiques très tôt. Hein, et là aussi, on pense que les tensions politiques arrivent au moment, finalement, de mars 1871. Ben non. Hein, tout de suite, quand on voit ce qui se passe et l'avènement de cette République, hein, qui est le 4 septembre 1870, les radicaux, les républicains radicaux, ceux de l'Internationale se disent c'est l'opportunité justement d'imposer une République, hein, mais pas la République des républicains modérés et mous, d'accord ? Et donc, il y a tout de suite des tensions extrêmement fortes, hein. Et là, se jouent dès le départ des éléments importants. Alors, dans cette course contre la montre, bien sûr, c'est Jules Favre, Jules Ferry et Léon Gambetta qui vont emporter le morceau. Et le 4 septembre, la première liste l'emporte et forme un gouvernement dit de défense nationale. Alors, c'est quand même pas neutre, hein, comme nom, hein. De défense nationale, ça veut dire quoi? Ouvertement, quand les Parisiens entendent ça, ça veut dire que l'on va vouloir jusqu'au bout faire la guerre pour la gagner. Ça veut dire aussi que ça va créer finalement une sorte de malentendu. Parce que sous le nom de défense nationale, finalement, ces républicains modérés on va vite voir le doute s'installer par rapport à la population parisienne. Est-ce que véritablement c'est un gouvernement de défense nationale? Est-ce que finalement il n'y a pas des ambiguïtés? Est-ce que finalement ne joue-t-il pas un double jeu, hein? Donc il y a
la confiance, et puis on le verra à un moment, la défiance qui va gagner la population parisienne. Alors bien sûr, ce gouvernement, quelles sont les grandes figures qui vont apparaître? On retrouve bien sûr Jules Favre aux Affaires étrangères, Gambetta à l'Intérieur, Jules Simon, là aussi, qui est une figure très connue, tous ces gens ont été des anciens députés, et on va retrouver aussi Étienne Arago, qui sera maire de la ville de Paris. Donc, quelle est la situation militaire? Les troupes allemandes encerclent la capitale. La capitale est quand même protégée, bien sûr, par ses fortifications, par ses canons, qui seront aussi un enjeu important, qui sont une sorte de provocation. C'est la garde nationale qui a souscrit pour avoir ces canons, pour se protéger, et c'est un acte aussi important, ce qui montre aussi la volonté d'autonomie de Paris. Et ça aussi, c'est une sorte de provocation, d'une certaine manière. Et puis, les gardes nationaux mobiles qui sont présents et qui sont importants et qui vont jouer tout au long de cette séquence un rôle important. Donc le gouvernement reste à Paris, je le précise parce que vous savez que les gouvernements se sont déplacés. Alors une partie de ce gouvernement va à Tours pour justement ne pas subir la situation difficile et les tensions de la capitale, mais le ministre de l'Instruction publique reste à Paris, à l'hôtel de ville. Gambetta, grande figure que vous connaissez tous, quitte la ville en ballon pour rejoindre Tours. Il est l'un des premiers. Il dit s'assurer de la poursuite des combats. Alors, le 31 octobre, comme je l'ai évoqué, il y a un soulèvement, des protestations contre la politique militaire du gouvernement, des rumeurs de capitulation qui commencent à monter, à gronder. Et puis, malgré ça, alors là, on voit des insurgés essayer justement de prendre la main par rapport à ce gouvernement de défense nationale. On retrouve Édouard Vaillant, on retrouve Delescluze, on retrouve Millière, mais malheureusement, là aussi, ça échoue. Et le 3 novembre, un plébiscite parisien manifeste sa confiance dans le gouvernement à 80% des voix. Donc, vont suivre des élections municipales. Donc, on est bien aussi à la recherche d'une légitimité importante. Et on voit que provisoirement, malgré les rumeurs, malgré les tensions, les Parisiens acceptent un gouvernement modéré. Et pour l'heure, pour eux, l'important est de sauver la patrie en danger. Mais contre toute attente, la position du gouvernement et de la défense nationale se révèle encore ambiguë, malgré justement cet acte important qui les met en place. Donc, cette méfiance que j'évoquais va monter crescendo pendant tout cet épisode. Donc, d'octobre, on peut dire d'octobre à mars, l'exaspération de la population ne va cesser de croître. Alors, les Parisiens vont bien sûr soutenir l'effort de guerre, vont accepter des sacrifices. Ils veulent éviter la capitulation, qu'ils n'acceptent vraiment pas. Et donc, il y a une pression extrêmement forte. Alors, tout au long de cet épisode, jusqu'au mois de janvier, la situation va être difficile. Et le 5 janvier, Paris va être isolé et quotidiennement bombardé très fortement. On compte 200 à 500 obus par jour en moyenne en janvier, donc ce qui est considérable. La communication et le ravitaillement sont bloqués. On voit que la faim, le froid, la population résiste dans des conditions déplorables. Les prix dans ces conditions aussi vont exploser. La température va descendre en dessous de 0, donc le froid va aussi jouer un rôle majeur. Donc, dans ces conditions, on comprend que la méfiance à l'égard de ce gouvernement de défense nationale est très très forte. Une autre date que je rappelle, 28 janvier, le gouvernement de la défense nationale signe l'armistice, arrêt des combats. Une nouvelle chambre doit être élue, un pouvoir légitime doit apparaître, bien sûr, pour pouvoir signer la sécession des combats
et la capitulation. Donc il y a vraiment un goût de trahison quand l'avènement de la commune sera là. Et le sentiment de trahison, il sera bien profond. Donc, dans cette situation, on voit que le siège de Paris a été extrêmement difficile. Ce qui va manquer particulièrement aux gens qui vont vouloir justement modifier les choses, changer les choses, et en premier lieu Édouard Vaillant, c'est véritablement lors de la création de la commission de l'enseignement présidée par lui, le manque de temps et le manque de moyens. Il y a vraiment une volonté dans ce contexte de faire une réforme démocratique qui permette de bouleverser justement la donne, notamment sur le plan politique. Et le projet, dès le départ de la commune, c'est une instruction primaire gratuite, obligatoire, laïque, intégrale et professionnelle. Elle considère véritablement, on le verra, que l'enseignement forme la société à venir, que le droit à l'éducation est pensé comme la condition de la formation du jugement politique. Un système éducatif doit être créé véritablement et sa mission doit être fondamentalement d'élever et d'intégrer par la connaissance. Donc on voit que le projet est ambitieux et que le projet restera un élément important qui restera marqué dans les mémoires même après la Commune. Alors dans ces conditions, comment l'école républicaine s'installe dans une capitale assiégée et en souffrance, vous l'avez compris. Après la défaite de Sedan, les armées prussiennes prennent position dans le fort et entourent la capitale. Donc vraiment, on est dans une cité militaire. Alors les familles, quelles sont les familles qui sont présentes? Beaucoup de familles ont été chassées de la banlieue et des localités voisines et viennent se réfugier dans la capitale pour un temps. Jules Simon, nommé ministre de l'Instruction, va essayer justement au sein de ce gouvernement de défense nationale de réunir des hommes sûrs pour pouvoir justement continuer l'œuvre scolaire. Alors ce sont qui ces hommes sûrs? Ce sont des républicains libéraux qui ont une bonne expérience. Bien sûr, Gréard en fera partie et sera à côté de Jules Simon pour essayer de mener à bien ces réformes. Alors le ministre va se fixer à l'hôtel de ville où il va justement s'installer et essayer de mettre en œuvre cette politique. Alors parallèlement à ça, vous avez aussi des comités d'arrondissement qui sont créés et qui prennent le nom de comités républicains de vigilance. Alors c'est intéressant parce que c'est des formes de contre-pouvoir au niveau des arrondissements qui veillent à ce qui se passe du point de vue politique. Là aussi, on a beaucoup dit que la commune avait justement, c'est une démocratie directe, et au niveau des arrondissements, il y a eu beaucoup de débats, beaucoup d'implications des populations. Mais finalement, vous voyez que dès l'avènement du gouvernement de défense nationale, vous avez des comités d'arrondissement qui sont présents, qui sont là, et qui sont des formes de contre-pouvoir extrêmement importantes. Rapidement, des initiatives sont prises. Un décret permet aux militaires de disposer des locaux scolaires, ce qui pose problème. Dans l'ambition de Jules Simon, ça parasite un petit peu les choses qu'il veut mettre en œuvre. Alors là, on retrouve cet état de fait un petit peu partout, c'est-à-dire que certaines écoles vont se transformer en casernement où on va y tenir des réunions et donc le fonctionnement scolaire va être bouleversé dans certains arrondissements. Ce n'est pas le cas, bien sûr, partout. Alors, par exemple, on voit que au niveau de la réquisition des locaux, on a dans le 11e arrondissement, rue Parmentier, une école de filles et une salle d'asile qui sont transformées en hôpital. Lits, malades occupent les locaux. Des cours de dessin ferment leurs portes, tout comme des cours d'adultes. Certains enseignants ont quitté aussi la ville assiégée.
De nombreux parents n'ont pas les moyens aussi de payer les fournitures scolaires de leurs enfants, malgré la volonté de les placer. Le 28 septembre 1870, Jules Simon nomme bien sûr Gréard directeur de l'enseignement primaire de la Seine. Donc, on s'occupe des programmes, de l'organisation matérielle des écoles, du budget bien sûr des écoles. Alors, à la date de septembre 1870, la situation est laquelle? La capitale compte 250 000 jeunes en âge scolaire, 27% sont inscrits dans les écoles communales, 33% fréquentent les écoles libres, en majorité congréganistes, et 7% sont admis dans des écoles secondaires. Près d'un tiers des enfants ne fréquentent pas l'école, et beaucoup sont aussi dans les familles. Ils désertent l'école, mais pour aider les parents. Bon nombre sont là véritablement à côté de leur famille pour les aider pendant cette situation compliquée. Alors, il y a tout un discours aussi, mais qui est un discours ancien, qui ne date pas aussi de ce moment particulier, avec l'idée, oui, ils ne sont pas à l'école, ils traînent, etc. Non, pas du tout, ils ne traînent pas, ils aident leur famille le plus possible dans des conditions extrêmement difficiles, bien sûr. Alors, la question qui se pose à Jules Simon et à Gréard, c'est quoi? C'est comment remettre sur le chemin de l'école tous ces élèves. Comment continuer à construire de nouveaux groupes scolaires? Comment développer l'instruction dans tous les quartiers parisiens? Malgré les efforts déjà entrepris, les arrondissements populaires ont davantage besoin, bien sûr, de bâtiments, de personnel aussi, et puis surtout de maîtres bien formés. Donc à ce moment-là, l'idée, malgré la guerre, c'est de mettre en œuvre un nouveau chantier scolaire. Alors, le 1er octobre 1870, Étienne Arago, maire de Paris, va nommer une commission d'enseignement communal. Alors, cette commission d'enseignement communal doit présenter son rapport au maire dans un bref délai. On dit que les choses sont urgentes, etc. Et un arrêté est accompagné d'une lettre adressée à Jules Simon. Alors, dans cette lettre, on voit très bien les idées clés qui vont apparaître, qui vont surgir. Alors, qu'est-ce qui apparaît? Nous ferons, nous dit-on, une race d'hommes inaccessible à la peur, éclairés sur le devoir, débarrassés des vieux préjugés qui énervent les caractères et troublent les intelligences, digne par ses lumières, son patriotisme et sa vertu de mettre fin à la guerre. Donc cette volonté justement, grâce à cette race d'hommes nouveaux, de justement faire face aux hostilités. Alors quand on parle des vieux préjugés, ce texte, il est quand même pas neutre. Finalement, on présente ça à Jules Simon et d'une certaine manière aussi, c'est une provocation. Parce que ces vieux préjugés, c'est quoi? C'est tout simplement les préjugés de la religion. Donc, véritablement, avec la volonté de maintenir des écoles libres et congréganistes. Alors, la commission réunit quand même des personnes importantes qu'on peut citer et que vous connaissez sûrement. Hippolyte Carnot, qui n'est quand même pas un inconnu, Clémenceau, bien sûr, Henri Martin et Jules Motu, qui sera maire du 11e arrondissement, qui est un républicain révolutionnaire et convaincu, et qui participe activement à la commission. Jules Simon va proposer un programme de travail avec des questions précises qui s'imposent selon lui. Alors, quelles sont-elles? On va les énumérer rapidement. La gratuité, l'obligation, les devoirs et les droits de la commune en matière scolaire, le mode de nomination des instituteurs, la question aussi de leur traitement, de leur retraite. Je vous rappelle que les instituteurs ont été très mal payés, très mal payés, donc c'est toujours le cas aujourd'hui.
on peut le dire. Hein. On peut dire que finalement, il y a une tendance lourde. Hein. Les enseignants, c'est pas une catégorie de population qui véritablement ont toujours été à l'honneur sur ce registre-là. Mode de nomination aussi des instituteurs, bien sûr, parce qu'il y a une volonté aussi de cadrer la pensée idéologique, hein, qui est importante. Donc, programme aussi au niveau de l'école de la République, hein, où on va veiller aux enseignements qui vont être proposés. Des exercices du corps vont faire partie de ces programmes, on le souhaite en tout cas. Hein. L'accès des hautes études aussi aux élèves dont les parents sont sans fortune. Donc on dit qu'on a une ambition de tirer vers le haut, bien sûr, les élèves du peuple. Consécration aussi de la liberté d'enseignement que j'ai évoquée à l'instant, hein, qui est chère à Gréard et à Jules Simon, hein, et même à Jules Ferry, hein, il ne faut quand même pas l'oublier. Hein. Les moyens de concilier l'organisation de l'instruction primaire avec les lois sur le contrat d'apprentissage et le contrat des enfants dans les manufactures. Parce qu'il y avait eu déjà un début de réflexion, notamment sur la formation professionnelle, hein, qui avait été qui a été très longtemps oubliée, hein, et qui était très mal, du moins pas mal considérée, je dirais pas considérée, pas prise en compte, hein, d'accord. Et donc notamment Gréard fera partie des administrateurs qui sera très soucieux de cette question, notamment sur un plan moral, parce que les jeunes filles et les jeunes garçons qui étaient dans les manufactures étaient sous l'emprise des patrons et bien sûr on avait une forte méfiance sur la qualité de leur formation et sur le plan moral de ce qui pouvait s'y passer. Donc Jules Simon prend l'initiative et le 13 octobre, il propose de fonder une école normale, provisoire bien sûr pour les instituteurs et une école normale provisoire pour les institutrices. Et ça aussi c'est très important. Pourquoi? Parce que notamment pour les filles, on sait très bien que les écoles de filles, les congréganistes avaient pas un monopole, mais avaient une très forte influence. Et donc vouloir créer une école de filles, une école institutrice de filles, ça montre une volonté aussi de développer des institutrices laïques et de développer des écoles laïques, hein, même si la liberté de l'enseignement est proclamée. Alors bien sûr, Jules Simon, fidèle à lui-même, pense que dans quelques semaines, la guerre sera finie et que finalement l'instruction publique pourra à nouveau fonctionner normalement ou presque. Il ne se doute pas que le siège ne fait finalement que commencer. Donc dans cette commission, les programmes sont longuement discutés et dès l'automne, d'autres préoccupations apparaissent aux yeux des élus. Des écoles congréganistes sont visées dans le 3e arrondissement, dans le 10e arrondissement, dans le 11e, dans le 13e arrondissement de Paris, car les républicains réclament un enseignement laïque. Donc on voit par rapport à ces débats que même avant la Commune, à l'intérieur des arrondissements, il y a une volonté véritablement d'imposer justement la laïcité, un petit peu partout. Cette mesure est appliquée dans le 11e arrondissement, hein, où Motu, bien sûr, fait ce qu'il faut pour l'imposer. Hein. Et cette laïcisation ne pose d'ailleurs aucun problème, parce que le 11e est l'un des arrondissements où la population est la plus unanime pour ce genre de réforme. Hein. C'est un quartier populaire qui a beaucoup contribué à l'essor de l'international. Donc on n'est pas tellement surpris que cette initiative ait pris dans le 11e arrondissement. Alors, Jules Simon, bien sûr, face à cet état de fait, réagit. Pour lui, personne ne peut mettre en cause la loi Fallou. Hein. Je vous rappelle, la loi Fallou privilégiait les congréganistes, hein, d'accord, et avait laissé justement les congrégations finalement se développer largement, notamment autour de l'éducation des filles. Et il dit, c'est la crise. Finalement, ce n'est pas le sujet. On ne doit pas être confronté à ce genre de problème dans les arrondissements parisiens. Finalement, les manifestations contre l'enseignement religieux ne font que commencer. Et malgré ces remarques, les choses se poursuivent.
Alors, il y a une volonté aussi du ministre de nommer une commission qui va élaborer un nouveau statut de l'école primaire. Volonté de créer des groupes scolaires un petit peu partout. Alors, bien sûr, Arago va souscrire à cet effort. Lui aussi est convaincu que les écoles de garçons, les écoles de filles, les salles d'asile doivent se développer un peu partout dans la capitale. Et le budget va être doublé. Alors, ça paraît beaucoup un budget doublé, mais finalement, le budget était au départ très faible. Et même doublé, finalement, il n'est pas d'une importance très forte. À cela, bien sûr, s'ajoute la volonté de créer des bibliothèques communales. Un crédit spécial est envisagé à ce propos. Et puis, on discute très fortement autour de ces écoles normales qu'on a vraiment l'intention de mettre en œuvre. L'objectif, c'est quoi? C'est de former gratuitement une élite peu nombreuse d'enseignants, mais de créer une promotion qui sera véritablement faire vivre les réformes qui sont souhaitées. Alors, concernant l'organisation, et ça c'est une chose importante, de l'école, Gréard va inviter les inspecteurs primaires à faire des propositions à ce sujet. Il veut finalement un cadre idéal pour cette nouvelle école, en dehors de Paris, dans une commune rurale, avec des locaux assez vastes. Alors pourquoi une école d'instituteurs et une école d'institutrices qui soit en dehors de la capitale? Finalement, ça aussi, c'est une idée qui va se développer, notamment pour l'enseignement secondaire, un peu plus tard. Vous savez que vous avez le mouvement hygiéniste qui est présent, et donc, avec le mouvement hygiéniste, il y a la volonté, justement, de créer des espaces clairs, accessibles, qui privilégient la lumière naturelle, etc. Et derrière ça, il y a une volonté aussi du bien-être de l'élève. C'est à cette période aussi où on pense au mobilier scolaire, etc. Donc, il y a tout un mouvement auquel participe aussi Octave Gréard autour du bien-être écolier des élèves, qui se développe. Et qui est extrêmement important. Alors, malgré ces bonnes intentions, la crise et la misère ne font que se renforcer, et malgré tout, Octave Gréard ne renonce pas à ses ambitions. Alors, il nous dit « Encore trop d'enfants n'ont pas l'occasion d'acquérir une formation professionnelle ». Donc, on voit que la situation de la formation professionnelle revient sur le devant de la scène, ni parfois une instruction primaire suffisante, ce qui compromet à la fois l'épanouissement de leurs facultés et leurs chances de promotion sociale. Alors, derrière ça, c'est des éléments qui seront repris bien plus tard autour de l'idée de méritocratie, bien connue aussi, qui finalement est plus un mythe qu'une réalité. Pourquoi? Parce que la méritocratie, finalement, est mise en avant, mais elle est peu réelle, parce que vous savez que vous allez avoir dès 1880, dès les lois Ferry, l'ordre primaire et l'ordre secondaire. Donc on a vraiment une école de classe qui va se mettre en œuvre dans les années 1880. Mais Gréard est dans cette perspective, donc il y croit, il pense que véritablement ces réformes vont tirer vers le haut les élèves d'origine populaire. Alors, un autre moment sur lequel je vais m'attarder, c'est les nombreuses contraintes dans cette situation de crise qui vont peser sur les écoles. Donc, le 5 et le 7 novembre, des élections, comme je vous l'ai dit, se déroulent dans les mairies et des figures importantes vont s'imposer là aussi. Et c'est des éléments qui vont jouer aussi sur les politiques qui vont être menées. On voit Benoît Malon, Victor Jacquelard, élu, le radical Motu que l'on retrouve dans le 11e arrondissement, Delécluze, bien sûr, le blanquiste, et puis Janvier aussi, avec le français, qui sont présentes. Donc des personnalités fortes et qui vont jouer un rôle important par la suite. Le Paris ouvrier est présent. Pour le gouvernement, il convient de poursuivre la défense de Paris
en vue de justes négociations. Donc on voit que dans ce gouvernement de défense nationale, on voit que finalement, il va falloir négocier, il va falloir voir comment on finit la guerre et surtout, justement, éviter de sanglantes émeutes. Pendant tout le siège, la guerre et la paralysie économique sont engendrées notamment par le blocus qui est très fort dans la capitale. Se nourrir devient un problème, se loger devient aussi un problème. De nombreuses familles n'ont plus d'abri fixe. La rigueur de l'hiver va s'aggraver et va peser sur et provoquer de véritables calamités. Donc, Gréard, malgré ses ambitions, il est confronté à quoi dans ce contexte-là? Eh bien, aux maladies. La résistance physique des plus fragiles, bien sûr, diminue. Et quand on parle des plus fragiles, on pense bien sûr en premier aux enfants qui souffrent tout particulièrement. La mortalité à Paris augmente. La variole, la typhoïde fait de nombreuses victimes, notamment dans la semaine du 18 au 26 septembre. Donc très rapidement, la maladie va se développer et va provoquer des décès. Et ça jusqu'au mois de janvier, février. Beaucoup de gens vont décéder de maladies pulmonaires. Des décès fort nombreux et qui vont aussi peser dans ce contexte parisien. Alors, justement, par rapport à ça, on va essayer aussi de répondre aux besoins sociaux de la population. Des comités de toutes sortes sont mis en place pour essayer justement d'alimenter, d'habiller, d'armer la population. Jules Ferry, dans cet épisode, va s'imposer comme maire de Paris parce qu'on subodore que Étienne Arago finalement n'est pas une personne sûre et va s'allier à des républicains plus révolutionnaires. Donc pour faire face justement à cette situation, on va apposer Ferry. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais à cette époque, Jules Ferry, avec la guerre et cette situation difficile, va avoir un surnom épouvantable qui lui restera très très longtemps. Ferry était un homme profondément impopulaire à son époque. On l'oublie souvent. C'est le mot Ferry famine. Parce que, bien sûr, la population parisienne a vraiment crevé de faim, on peut le dire. Donc, on convoque en urgence tous les maires d'arrondissement au sujet de la rareté des denrées, et le problème du prix des denrées est vraiment un problème récurrent. Le chômage aussi est présent, et dans ce contexte douloureux, Gréard va quand même essayer de poursuivre sa mission. Il constate que de nombreux cours sont suspendus, forcément, notamment dans le 11e arrondissement, car les enfants s'occupent de la défense nationale. De nouvelles écoles, bien sûr, sont nécessaires, mais ne peuvent voir le jour. Et comme des ateliers ferment aussi, des jeunes apprentis retournent dans leur famille, et Gréard veut les renvoyer, du moins leur proposer de réintégrer les classes. Mais tout manque. Les établissements se transforment en casernes un peu plus, ce mouvement s'amplifie, ou en ambulance, et la situation suscite de nombreux problèmes. Déjà en octobre 1878, par exemple, Gréard s'oppose à l'autorité militaire au sujet de l'occupation d'un groupe scolaire situé dans le 19e arrondissement. Il invite l'inspecteur primaire à voir le maire pour se concerter avec lui sur les moyens de trouver un local provisoire afin de recevoir les enfants dans les meilleures conditions. Finalement, la solution est ailleurs. Les militaires doivent évacuer les locaux afin que les 1500 élèves du groupe scolaire réintègrent leur école au plus vite. Alors, on peut dire que dans ce contexte, les maîtres ont fait preuve de courage. Ils deviennent brancardiers, ils se mettent à la disposition des autorités. On voit aussi des frères des écoles chrétiennes et des instituteurs laïcs répondre à l'appel de la mairie de Paris. 320 hommes conduisent des véhicules, s'occupent des blessés au péril de leur vie.
Le frère Nettline de l'école libre de Vaugirard a été mortellement touché sur le champ de bataille du Bourget au mois d'octobre. Donc on voit que vraiment la mobilisation est générale. Cette situation engendre parfois des tensions, alors, qui paraît ridicule. On voit que malgré les situations catastrophiques, il y a toujours des dénonciations. Une plainte anonyme est déposée au bureau de Gréard le 14 novembre 1870, relative au comportement d'un certain Berlin, qui est directeur de l'école de garçons de la mode Piquet dans le 7e arrondissement. L'accusation est vague. Gréard, et ça c'est son habitude, et il continuera toujours à être très proche des instituteurs et de son personnel, quand il y a des accusations, des doutes ou des éléments, il fait une enquête, véritablement. Donc il ouvre une enquête en faisant appel à la municipalité et à l'inspecteur primaire de l'arrondissement. Le directeur est en fait accusé d'avoir accueilli 4 femmes à son domicile, de créer du désordre, sans respect du repos des malades et des habitants du quartier. Tout aussi grave, on affirme qu'il aurait vécu aux frais de l'ambulance, en consommant une partie des vivres destinés aux blessés et aux malades. Resté seul à Paris, Berlin offre en fait l'hospitalité dans son appartement à l'officier d'intendance attaché à l'ambulance. Le soir, il se réunit avec des amis, et tous jouent quelques morceaux de musique. Donc Gréard étudie le dossier, il regarde ce qui est inscrit, et le maître, qui est soupçonné de légèreté, finalement n'a rien fait de condamnable. Donc l'affaire en reste là. Donc beaucoup de choses de cet ordre aussi sont advenues au moment de tensions extrêmement graves. Donc d'autres scandales vont parvenir à Gréard systématiquement, qui va procéder à une enquête, et finalement tous ces éléments n'auront pas de suite, heureusement. Alors on va mettre des écoles, on va installer des écoles dans d'autres bâtiments vu les circonstances, quand les établissements sont réquisitionnés, et souvent il est fort difficile de faire la classe parce que les lieux sont froids, les enfants se désolent, les maîtresses se plaignent et les conditions sont extrêmement difficiles. Gréard va aussi constituer une équipe, du moins des équipes plutôt de brancardiers, tout en prenant soin de maintenir suffisamment de maîtres et de maîtresses dans les écoles. En janvier, il avertit le ministre, toutes les écoles primaires des communes, des arrondissements de Sceaux, installées rue Monge, rue des Écoles, boulevard Saint-Germain, sont fermées jusqu'à l'ordre du jour. Donc on voit que les conditions sont douloureuses. Alors les Parisiens vont véritablement faire face, et le 4 janvier, des mesures de santé publique sont prises. Gréard adresse des instructions précises aux inspecteurs primaires. Il leur dit qu'il serait prudent de faire revacciner avec du vaccin d'enfants et de bras à bras ceux des élèves qui n'ont pas été revaccinés. Il leur remet 2000 notices à diffuser dans les écoles où sont signalés les lieux où l'on vaccine gratuitement. Les filles scolarisées sont mises aussi à contribution. Certaines institutrices proposent au directeur de l'enseignement primaire d'employer les cours de couture à la préparation de bandes et de charpies pour les blessés. Donc bien sûr, Gréard accepte. Il accompagne et même il encourage cette pratique. Et il pense même bien que les élèves soient associés au sentiment de toutes les souffrances de cette guerre, nous dit-il, chaque jour plus cruel, et que leur cœur en conserve à jamais le souvenir. Le 5 janvier débute le bombardement de la rive gauche de la capitale. Gréard encourage dans les écoles la préparation de pansements, de linge livrés aux institutrices qui le demandent. Alors là, la couture devient un exercice prioritaire pour les jeunes filles. La population se déplace sur la rive droite et trouve refuge dans le centre. Donc, l'important pour Gréard est avant tout de permettre aux petits Parisiens d'aller à l'école. Il maintient son cap, coûte que coûte. Donc, on voit véritablement que les choses vont se maintenir et que les projets scolaires de Gréard vont essayer de s'imposer. Le 18 mars, c'est le coup de tonnerre, le coup de force.
les élections ont été faites et la majorité, à sa tête Thiers, va essayer de prendre les canons de Montmartre dans la capitale insurgée. La commune est née, le pouvoir communaliste peut exister, à la fois par l'administration municipale et par le gouvernement révolutionnaire. Jules Simon, bien sûr, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va désavouer la révolte du 18 mars, qui ne peut prétendre à être aussi légitime que celle du 4 septembre. Et véritablement, on va pousser les administrateurs de rejoindre à Versailles le gouvernement. Alors Jules Simon, qui était ministre de l'instruction publique sous le gouvernement de défense nationale, sera toujours ministre de l'instruction publique sous le gouvernement Thiers. Donc on voit que les choses ne bougent pas à ce niveau-là. Lors des élections de la commune le 26 mars, certains élus renoncent à leur mandat. Hugo, Gambetta, Blanc quittent la scène politique et Gréard est nommé contre toute attente, inspecteur général de l'instruction publique, ce qui paraît quand même assez surprenant. Communards et Versaillais se font face, et pour les hommes de la commune, la priorité est de mettre en place un enseignement laïque, professionnel, conforme au programme défendu par l'Internationale lors des congrès de 1867 et de 1868. Les membres du gouvernement parti l'opinion républicaine se trouvent alors sans chef. Les bureaux du ministère sont alors occupés par les fédérés. Début avril, Gréard se résigne à sortir de la ville, car la commune a pris ses marques. Le 29 mars, la commission de l'enseignement est créée afin d'expédier les affaires courantes, bien sûr, et d'examiner les projets afin d'organiser la réforme de l'instruction. L'un des fondements de la République est la diffusion des savoirs. C'est ce que rappelle Vaillant. L'école joue donc un rôle crucial pour eux, pour émanciper les citoyens et garantir le développement d'une démocratie politique et sociale. Pendant 53 jours, du 30 mars au 21 mai, la commune envisage une œuvre scolaire préparée principalement par Édouard Vaillant, qui sera véritablement le sorte du ministre de l'instruction publique à ce moment-là. Le 20 avril, il est élu par 27 voix sur 53 votants, avec tous les pouvoirs nécessaires pour rendre seul et sous sa responsabilité les mesures exigées par la situation. Du 20 avril au 21 mai, il consacre à l'enseignement l'essentiel de son temps. Son champ d'action est limité par les contraintes, bien sûr, budgétaires. Mais malgré tout, il va, avec la commission d'enseignement, qui se réunit à l'hôtel de ville, mettre en place une œuvre importante dans un temps aussi court. Un mouvement d'éducation nouvelle mène les travaux encouragés par Vaillant. 2 fois par semaine, ses membres débattent à l'école Turgot des mesures à prendre. Le 1er avril, il dépose une requête pour une éducation républicaine. On va créer des maisons d'instruction et d'éducation entretenues par la commune ou par le département ou par l'État, qui doivent être ouvertes aux enfants de tous les membres de la collectivité, quelles que soient les croyances intimes de chacun. Il faut que l'instruction religieuse et dogmatisme soient laissés tout entière à l'initiative de la direction libre des familles. Donc, il y a véritablement une volonté de supprimer les écoles congréganistes qui doit se généraliser. Ces maisons d'instruction et d'éducation doivent justement être publiques et ne doivent avoir aucun objet de culte, aucune image religieuse, on le précise. Et bien sûr, ni prière, ni dogme ne doit être enseigné. Donc, on s'emploie aussi exclusivement à la méthode expérimentale ou scientifique, celle qui part toujours de l'observation, des faits, quelle qu'en soit la nature, physique, moraux, intellectuelle. Donc on voit que la question religieuse est une question prégnante, et que véritablement, à travers justement ce mouvement de l'école nouvelle, va se mettre en œuvre une charte de la laïcité,
hein, qui va ouvrir la voie à la rénovation scolaire. Grâce à l'éducation nouvelle, on peut dire que parents, professeurs, instituteurs, institutrices se côtoient lors des réunions. Donc il y a beaucoup de débats publics, hein. Chacun donne son avis sur les programmes, etc. Vaillant va constituer aussi une commission d'organisation de l'enseignement, hein. Un certain nombre d'acteurs, d'ailleurs, vont prendre la parole et Vaillant va les inciter à justement essayer de mettre en œuvre des choses tout à fait concrètes. Donc, la question des écoles primaires, on le voit ici, est primordiale. Et bien sûr, à travers cette mise en œuvre, un bilan de l'ancienne administration scolaire parisienne est dénoncé. Qu'est-ce qu'on dénonce? On dénonce le manque d'assiduité des élèves, la pauvreté aussi des programmes, l'absence de formation professionnelle dans les études primaires. Le mot d'ordre est véritablement une instruction intégrale qui doit unir le travail intellectuel et le travail manuel. La méthode pédagogique retenue est appelée, vous l'avez compris, expérimentale ou scientifique. Elle est vraiment basée sur la raison et l'observation. Alors pour Vaillant, il est nécessaire que l'enfant passe insensiblement de l'école à l'atelier et devienne en même temps capable de gagner sa vie, apte au travail intellectuel. Il faut que chaque ouvrier, chaque homme occupé à un travail physique puisse écrire un livre avec un sentiment et un talent sans quitter son établi. Donc la commune va tenir à ces idées, hein, à cette volonté-là, hein, et quelques municipalités vont agir dans ce sens. On peut citer dans le 3e arrondissement les fournitures qui sont distribuées gratuitement pour développer justement l'instruction, des cantines scolaires qui accueillent les élèves, des enfants de 6 à 15 ans qui sont confiés à la direction d'instituteurs laïcs. Bien sûr, le programme d'histoire est modifié pour y introduire des idées de la révolution sociale. Des cours publics de morale rationnelle et de droit politique sont organisés le jeudi soir. Le maire du 12e arrondissement ne se contente pas de fixer les principes sur lesquels se fonde l'école nouvelle, mais adopte aussi l'orphelinat qui est dirigé alors par Ferdinand Buisson. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives extrêmement importantes qui sont mises en œuvre. La laïcisation partout est à l'ordre du jour. Donc, malgré la désorganisation, la volonté politique va l'emporter très fortement. Hein. Et véritablement, Vaillant va aussi mettre en avant 2 éléments qui sont très importants. C'est développer un enseignement général, mais développer aussi un enseignement pour les filles. Et ça aussi, c'est quelque chose de neuf, c'est-à-dire qu'il met en place véritablement une volonté d'égalité sociale, mais aussi une égalité entre les filles et les garçons, pour véritablement que l'instruction soit développée de manière identique pour tous. Donc, il veille véritablement à ce respect. Il va aussi essayer de mettre en œuvre des écoles professionnelles, hein, de filles et de garçons qu'il voudra ouvrir au mois de mai 1871. Mais bien sûr, dans les circonstances actuelles, ça sera fort difficile. L'école de filles va s'ouvrir en effet. Hein. Elle aura du moins une durée de vie assez limitée. Et l'école de garçons qui ne pourra s'ouvrir, liée justement à la semaine sanglante, avait été projetée avec justement les éléments d'application d'un programme qui soit en accord véritablement avec cet enseignement intégral et professionnel. Donc, après la semaine sanglante, tout le projet qui a été porté par ces communards va être bien sûr dénoncé par des gens comme Jules Simon, comme Jules Ferry, hein, en disant bien sûr il y a eu des choses de faites, mais finalement
pas très importantes. Hein. Ils vont nier véritablement les avancées qui ont été menées, qui ont été quand même importantes, hein, et qui ont apporté une empreinte quand même dans les réformes qui vont à venir, hein, contre toute attente. Hein. Donc il y avait aussi une sorte de déni de ce que la commune a apporté, hein, bien réellement. Hein. À la suite de la semaine sanglante, des procès vont avoir lieu, hein, et des procès extrêmement durs, hein, où les instituteurs vont bien sûr être mis en cause. Alors, Octave Gréard, qui revient bien sûr en force, va essayer de les défendre, hein, va essayer d'être à leur côté. Hein. Il dénonce d'ailleurs, hein, lui qui est plutôt proche de Jules Simon, la manière dont ces procès ont lieu, le fait qu'on veut les mener vraiment tambour battant et de manière très, très rapide. Hein. Et à chaque fois, il invite à ce qu'une enquête soit faite, à ce que les faits soient établis, etc. Donc, il a le souci véritablement de veiller à son personnel et à essayer de les protéger. Malgré tout, des maîtres vont subir justement la colère d'ordre moral qui va s'installer. Hein. 106 instituteurs sont arrêtés et 4 institutrices sont déférées au 4e conseil de guerre, hein, quand même. Le 10 juillet 1871, une commission des grâces est instituée et le préfet de la Seine reçoit un tableau des jugements rendus contre les instituteurs, les institutrices et les directrices des salles d'asile de Paris. Donc un rapport spécial est constitué à chaque fois qu'un membre de l'enseignement primaire est frappé d'une condamnation. Et l'inspecteur d'académie est invité, bien sûr, à donner son avis. Donc on assiste à une épuration des personnels, hein, qui finalement frappe aussi les enseignants assez durement. Hein. Donc, que dire en conclusion? C'est que finalement, cet épisode de la commune aura été une expérience tout à fait importante dans l'avancée justement de la réflexion de l'éducation populaire. Elle aura permis de réfléchir justement à l'organisation pédagogique, aux méthodes d'enseignement, hein, avec une volonté justement de développer l'intelligence des élèves par l'observation, par une instruction globale, à la fois ancrée dans un haut niveau d'exigence au niveau de la culture générale, mais aussi professionnelle, en formant aussi des citoyens qui soient en capacité de s'interroger et d'être des citoyens actifs, je veux dire présents dans la cité. Hein, c'était quelque chose de très important pour Édouard Vaillant. Et on voit que finalement, d'une certaine manière, la commune était en avance sur son temps. Parce que on peut dire que 10 ans plus tard, Jules Ferry et son équipe vont récupérer certaines idées importantes. Octave Gréard s'inspira de cette éducation intégrale défendue par Vaillant et son équipe. Et donc, finalement, les éléments qui sont égrenés ici vont naître bien plus tard, tout au long, du moins à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, et vont servir justement de réflexion aux réformes à venir. Merci beaucoup. La parole est désormais à la salle. Est-ce que vous avez des questions? Alors, vous pouvez parler bien fort et je les répéterai dans le micro. Oui. Madame. Édouard Vaillant a une avenue, mais il n'a pas de lycée. Oui. Contrairement à Gréard. Oui, tout à fait. Très connu et Duruy. Et je voulais savoir, pour les modérer quand même, qu'est-ce qu'ils ont pensé de tous les incendies où ils ont quand même brûlé le patrimoine. D'accord. Mais alors, pardon, je répète peut-être au micro. Comment ont pensé les écrivains, Ah oui, on a eu un ouvrage, tout à fait. Alors, deux questions. À la fois, le fait que Édouard Vaillant n'ait pas d'établissement scolaire à Paris, contrairement... pas de lycée, contrairement à Gréard et à Duruy. Et une autre question sur le regard de ces éducateurs sur les incendies de la commune. Alors,
Édouard Vaillant n'a pas d'établissement parce que pendant longtemps, on a voulu oublier l'influence qu'il a eue. Et donc, notamment parce que c'est un homme radical qui a eu une carrière politique, il ne faut pas l'oublier. Il n'est pas mort au moment de la Semaine sanglante. Il est allé se réfugier à Londres et après, il a eu une carrière politique. Hein. Il est mort en 1815 et son propos, c'était ni les opportunistes, ni les boulangistes. Hein. Donc, il a été toujours très, très critique par rapport justement à ces républicains modérés. Et donc, ça a joué considérablement sur le fait que finalement, il soit relativement méconnu par rapport à l'influence qu'il a pu avoir. En ce qui concerne Gréard, que personne ne connaît, hein, oui, moi je le connais parce que j'ai fait ma thèse sur Gréard. Mais et d'ailleurs, c'est pas normal qu'il soit si méconnu, parce que en fait, la réforme de l'enseignement primaire, il y a deux grandes entités qui l'ont portée. C'est Octave Gréard et Ferdinand Buisson. Alors Ferdinand Buisson est plus connu parce qu'il a une longue carrière politique en tant que radical socialiste. Il a fait beaucoup de choses. Il a beaucoup œuvré aussi autour de la question de la laïcité. Le sport. Il a mis en question aussi les réformes de Ferry, paradoxalement, alors qu'il les avait portées. Hein, ça aussi, c'est relativement méconnu. Hein. Et donc, Gréard... il y a un établissement qui porte son nom et c'est normal en fait, parce que c'est lui qui a mis en œuvre justement la politique scolaire, que ce soit pour le primaire ou pour le secondaire, de la Troisième République. Et ce qui n'est pas normal, c'est qu'on parle sans cesse de Ferry alors qu'il a été très peu au pouvoir. Et finalement, la caractéristique des ministères qui vont se succéder, c'est qu'ils vont rester peu de temps, très peu de temps. Les ministres se suivent. Mais les hauts administrateurs restent. Et c'est ces hauts administrateurs qui vont faire les réformes de l'école. Et donc, Gréard et Buisson, c'est quelle chronologie, très clairement? C'est 1879, et je dirais même mieux, c'est 1864 jusqu'en 1902, vous voyez un petit peu. C'est lui qui a porté les réformes scolaires. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de la Commune, quand Édouard Vaillant mène ses commissions, etc., Gréard est très attentif à ce qui se passe. Lui, il n'est pas là à dire, voilà, c'est une catastrophe. Il est attentif déjà parce qu'il veut le bien des élèves, parce qu'il veut que les écoles continuent à tourner malgré tout. C'est son obsession, vous l'avez compris. Et puis, il veut il veut aussi tirer une leçon des réformes. Alors, bien sûr, il ne le dit pas. Parce que quand on fréquente Jules Simon, on ne peut pas dire qu'on veut tirer une leçon de ce qui s'est passé sur la Commune. Et il est opposé, bien sûr, au communard. Mais c'est un homme intelligent. Il voit les choses pertinentes qu'il pourrait justement peut-être utiliser, en tout cas développer, et des choses qu'il avait déjà envie de porter. Et qu'il voit, du moins, qu'on essaye de concrétiser d'une certaine manière, hein, notamment autour de l'enseignement professionnel. Donc en fait, ce qui va faire avancer le chantier scolaire, ce sont ces fameux hauts administrateurs qui sont là et qui ont une durée de vie finalement extrêmement longue. Vous voyez, du moins 64, c'est Duruy il est présent. Il est vraiment présent. Alors il est dans l'antichambre de Duruy, mais finalement en 1866, et finalement il sera continuellement là d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que c'est quand même assez incroyable que Gréard soit tant méconnu, alors que c'est lui qui a porté la politique scolaire. Avec une autre grande figure qui est connue, mais pas pour ce qu'il a fait au niveau de son œuvre scolaire, du moins un peu moins, c'est bien sûr Ferdinand Buisson, qui va être directeur de l'enseignement primaire au ministère de 1879 à 1896, qui fait quand même une belle, un beau moment, quoi. Et donc, c'est ces gens-là qui vont faire la politique scolaire. Et quand ils vont arriver au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont faire l'obligation scolaire, ils vont faire la gratuité, ils vont faire la laïcité. Ils vont aussi, il y a la fameuse loi Goblet, que vous vous rappelez peut-être en 1886, qui va laïciser le personnel scolaire, hein,
pour les institutrices et pour les instituteurs. Donc finalement, on voit qu'il y a une sorte de dynamique et de souffle, mais bien sûr que c'est un projet politique, mais qui est porté par des hauts administrateurs qui sont toujours très présents. Hein. Et c'est quand ces gens-là sont finalement en place que les choses bougent. Gréard, c'est l'éminence grise de tous les ministres qui vont défiler, hein, très clairement. Alors, le regard, par exemple, le regard de Ferry et de Simon, il condamne les violences. Ça, il condamne les violences, mais bien sûr qu'aujourd'hui, on dit, mais c'est honteux, on a brûlé l'hôtel de ville, on a brûlé les Tuileries. Je tiens quand même à préciser que la commune a développé l'art, le sport, les bibliothèques municipales, etc. Il y avait une sorte de projet total, finalement, hein, véritablement. Et donc, les violences qui ont eu lieu, elles sont liées à la symbolique, parce que ce n'est pas n'importe quel lieu qui ont été atteints. Hein, les Tuileries, c'est le symbole que ça a du point de vue politique. Hein. Je veux dire que la colonne Vendôme, courbée, etc., soit détruite, c'est aussi un symbole très fort. Donc ces actes de violence sont liés à un contexte très particulier et sont très symboliques sur le plan politique. Hein. D'accord ? Et donc c'est dommage souvent on réduit la commune à ces violences-là, alors qu'elle apportait véritablement autre chose. Véritablement, et bien sûr, on aurait souhaité que ça ne prenne pas, parce que ce qui a été quand même le plus terrible, c'est pas les dégâts matériels, c'est quand même la haine de classe qui a été vécue lors de la semaine sanglante, qui a été véritable, hein. Je veux dire, il y a des poèmes de Victor Hugo qui sont fantastiques et qui montrent la violence, la haine contre les communards, mais épouvantable. Hein. En très peu de temps, on a tué une quantité de gens incroyable. Hein. On a emprisonné, on a exilé. Hein. De l'Écluse, près de Bastille, il se fait assassiner, hein, parce qu'il a vécu la révolution de 1830, celle de 1848, et il se dit, bon, bah, j'ai vécu celle de 1871, maintenant j'arrête. Hein. Donc, il y a aussi, derrière la commune, le souvenir de 1848 qui est très prégnant. Il ne faut jamais aussi l'oublier, qui est très important. Hein, parce que là aussi, c'est une révolution oubliée, hein, d'une certaine manière. Hein. Je veux dire, c'est le fameux livre de Michel Rio-Sarcey. Hein. C'est vraiment la révolution oubliée. Hein. Aujourd'hui, dans toutes les révolutions qui se sont développées tout au long du XIXe siècle, d'une certaine manière, peut-être la plus connue, c'est c'est l'année terrible de 1870-1871 avec la Commune. Hein. Parce que si on faisait un micro-trottoir, on aurait forcément des noms qui surgiraient du passé. Hein. Alors que si je demande le 1848, j'ai l'impression que je me sentirais un peu seule. Hein. Et pourtant, justement, les acteurs de 1871 sont des gens qui ont vécu 1848 et parfois 1830, comme je viens de le dire. Donc c'est tout à fait intéressant. Hein. Quelqu'un comme de l'Écluse avait déjà un projet scolaire dès 1848. Donc le projet scolaire qui est défendu en 1871, il a été profondément pensé. Il n'est pas sorti comme ça de nulle part, pas du tout. Hein. Et justement, ce que voulait Vaillant, c'est avoir des hommes de qualité pour pouvoir mettre en œuvre ça. Alors on a dit pas les moyens, pas le temps, parce qu'il faut voir le temps ramassé quand même qu'a été la commune. Hein. Parce qu'il y a eu presque un mois où rien ne s'est fait au niveau de la commission de l'enseignement. Les choses vont se mettre en œuvre véritablement, en fait, sur un avril-mai, quoi. Donc c'est spectaculaire. C'est une volonté politique incroyable. Avoir créé une école de filles professionnelles et être presque à la veille de créer une école de garçons professionnels dans ce contexte-là, dans un délai aussi bref, c'est incroyable, quoi. C'est juste incroyable. Et donc, Gréard, par rapport à ça, va récupérer ce projet. Il va vouloir justement mettre en œuvre des écoles professionnelles où il y aura une autre exigence culturelle, mais aussi une haute exigence professionnelle.
Et là aussi, c'est intéressant parce qu'on voit très bien que pour faire face à la crise et au chômage, pour véritablement aider la classe ouvrière, il faut leur donner les moyens de se battre. Et là, le moyen de se battre, c'est d'avoir une bonne formation professionnelle pour faire face justement au capitalisme et au marché du travail. Et donc là, il y a vraiment une volonté politique aussi très forte et importante, et qui va aussi travailler les responsables politiques encore longtemps jusqu'au XXe siècle. J'espère qu'avoir répondu à votre question. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Moi, j'aurais voulu savoir juste quels sont les chefs d'accusation qui sont retenus contre les instituteurs qui sont jugés et condamnés. Oui. Alors, on leur reproche justement d'avoir participé à la Commune, de ne pas avoir rejoint le gouvernement versaillais, d'avoir suivi les instructions des inspecteurs, de parfois avoir créé même des écoles, et donc d'avoir adhéré finalement au projet politique de la Commune. C'est ça qu'on leur reproche. Et parfois d'être partie prenante, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une partie des instituteurs qui ont quitté Paris, non pas parce qu'ils ont eu peur, tout simplement. Ils se sont dit, si on reste là, si les hauts administrateurs ont une injonction pour rejoindre Versailles, ça veut dire que si on reste... qu'est-ce qui va advenir de nous si on est solidaire du mouvement communard? Ils ont aussi, les instituteurs, le souvenir de 1848. En 1848, qu'est-ce qu'on a dit? Ah bah si, il y a eu les journées de juin 1848, c'est la faute des instituteurs qui sont des rouges, des communistes, des socialistes, etc. Et on leur a fait aussi des procès épouvantables. Donc cette mémoire-là, elle n'est pas morte. Donc il y a une partie des instituteurs qui ont dit qu'est-ce qu'on fait? On reste ou on part? Et ceux qui sont restés, ils l'ont payé chèrement. Il y a un certain nombre de fonctionnaires de la commune qui ont été accusés, fonctionnaires oui. de personnes qui ont occupé des fonctions publiques officielles pendant la commune, qui après la commune ont été accusés d'usurpation de fonctions. Et j'imagine que ceux qui ont créé des écoles et des choses comme ça pouvaient être, tout à fait. Pouvaient être dans cette situation. Tout à fait. Et alors sur la violence aussi de cette période-là, il y a un indicateur assez net, c'est que c'est la seule révolution depuis 1789 où les notaires s'arrêtent de travailler. Ouais, complètement. Pendant, entre mars et mai, oui. Entre je ne sais plus quelle date. Et alors qu'en 89, ça ne s'arrête jamais, même en pleine terreur, les notaires instruisent tous les jours, etc. En 1830, en 1848, il n'y a aucune espèce de conséquences là-dessus. Et là, pendant la commune, les notaires, ils sont tous barrés. Ah oui, ils se battent, ils dégagent parce qu'ils sentent que... Et d'ailleurs, il y a plein et là aussi... Moi, je vois aussi un éclairage. C'est qu'on voit que, de toute façon, une partie de la bourgeoisie, des notables, etc., partent, comme vous le dites. Les notaires, c'est explicite. Donc, mais vous avez aussi une bourgeoisie qui reste dans Paris. Et il ne faut pas l'oublier, et qui reste tout petit. Et d'ailleurs, Édouard Vaillant le dit. Il dit, je veux donner du pouvoir au niveau local, au niveau des arrondissements, mais c'est à double tranchant. Parce qu'il va falloir que je me batte pour que les mesures que je veux faire appliquer s'appliquent. Parce qu'à l'intérieur des arrondissements, tout le monde n'est pas, du moins ne souhaite pas appliquer les mesures qui sont soutenues par les communards. Il faut quand même bien se le dire. Et donc, au niveau local, il y a aussi des tensions. Donc, je veux dire, la commune, ce n'est pas un bloc. Il y a à l'intérieur des arrondissements des tensions qui sont extrêmement fortes. Mais par contre, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il y a une volonté de débat public, mais considérable. Il y a une démocratie directe qui est énorme, quoi. Et notamment les femmes. Alors là, les femmes qui, en 1848, avaient demandé le droit de vote, ne le demandent pas en 1871. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles ont intégré que ce n'était pas pour elles ou pas, ou est-ce que, finalement, parce qu'elles sont partie prenante du projet de la commune, je pense à Louise Michel, etc., et qu'elles veulent véritablement exister autrement, à travers les débats publics, en se battant pour la survie de la commune, en faisant œuvre justement d'implication totale au niveau des commissions, au niveau des arrondissements. Finalement, elles font œuvre politique autrement, c'est-à-dire véritablement dans la cité,
en prenant parole, en se battant, hein, etc. Et Louise Michel a toujours soutenu Édouard Vaillant, hein, dans son œuvre, et elle a toujours regretté de n'avoir pas pu s'impliquer réellement dans du moins dans ce moment particulier. Parce que, justement, elle voulait porter ça. Depuis très, très longtemps, elle était institutrice, elle avait créé son école, et donc elle voulait vraiment participer à ça. Mais elle a été jusqu'au bout sur les barricades, hein, à la fin de la Commune, mais aussi à Montmartre, en train de se battre pour justement s'opposer aux Versaillais, essayer de maintenir le cap jusqu'au bout. Hein. Il y avait quand même un élan... Il y a eu aussi des vrais bonheurs au moment de la Commune, hein. Une vraie joie partagée. Hein. Il y a dans des journaux intimes, dans des lettres, on croise des témoignages où on voit les gens qui évoquent vraiment le bonheur qu'ils ont eu à vivre ce moment de la Commune, qui a été vraiment un épisode tout particulier, tout singulier. Sur la Commune à l'échelle locale, le comité d'histoire a organisé un colloque qui s'est tenu au Petit Palais le 26 mai, qui s'appelle les Paris de la Commune, dans lequel sont intervenus plusieurs historiens, et notamment Michel Cordillo, Jean-Louis Robert, Quentin de Biermos, qui ont justement interrogé ces questions d'échelle. Oui. Alors, quelle géographie de la commune? Une commune ou 20 communes? Et donc on parle de la commune à l'échelle de l'arrondissement, de la rue, du quartier. Donc je vous invite, là, je vais les mettre en ligne... demain ou lundi, mais voilà, si vous surveillez la page Facebook du comité d'histoire, vous pourrez accéder, vous aurez le lien, et donc comme aujourd'hui, le colloque était en jauge réduite, mais a été filmé, et donc vous pourrez accéder à ces communications. Voilà, donc vous avez plusieurs exemples, et aussi ces questions d'administration. Il y a une communication sur les jardins, sur l'administration des jardins de la ville pendant la Commune, où on voit aussi comment l'administrateur des jardins est jugé à la fin de la Commune et défendu par son prédécesseur d'ailleurs. Enfin voilà, vous avez plusieurs études de cas que vous pouvez regarder. Et donc, comme je fais de la publicité, je vais aussi faire la publicité pour les Archives de Paris qui ont mis en ligne un dossier pédagogique sur la Commune de Paris, et aussi pour nos collègues des bibliothèques spécialisées qui, tout au long de l'année écoulée, ont mis régulièrement sur leurs réseaux sociaux des documents expliqués. Et voilà, un éphéméride. Donc, je vous invite vraiment à regarder tous les réseaux sociaux de la ville, bibliothèques, archives et comité d'histoire pour compléter toutes les pistes qui ont été lancées aujourd'hui. Et Quentin de Biermos, il a montré justement comment la Commune a aussi eu de la résonance ailleurs, quoi. Hein. Je rappelle que au moment de l'avènement de la République, il y a des gens aussi de toute l'Europe qui sont venus, même des États-Unis, en se disant il y a une jeune république qui est advenue, il faut la soutenir. Et aujourd'hui, ça paraît surprenant, mais en fait, ça montre quel retentissement cet épisode a eu en Europe et plus largement dans le monde, jusqu'aux États-Unis. Et justement, c'est intéressant le travail de Quentin de Biermos, parce qu'il montre qu'il y a eu des communes, notamment au niveau local, mais aussi en France. Il ne faut jamais l'oublier. Alors bien sûr, la répression a été beaucoup moins violente et beaucoup moins forte qu'à Paris, qui a toujours été un laboratoire et qui a toujours une puissance très très forte. Je veux dire, l'ampleur de la Commune à Paris, c'était elle qui était au cœur de ce dispositif en termes de projet politique. C'est pour ça. Mais c'est tout à fait intéressant de voir ces retentissements, parce qu'on les imagine peu. On parle de la Commune de Paris, mais beaucoup de gens n'ont même pas conscience qu'il y a une commune à Lyon, qu'il y a une commune à Marseille qui a été très très importante, qu'il y a une commune à Saint-Étienne aussi. Et ça, c'est tout à fait important. Merci beaucoup de votre écoute. Merci.